Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le dispositif humanitaire. Depuis la fin du XXe siècle, nous observons le renforcement du phénomène humanitaire dans l'espace international. Avec le déploiement des interventions humanitaires, nous voyons s'installer et se renforcer toute une série d'institutions qui forment un système complexe. Alors que jusqu'à la fin des années 1980, les actions de secours se concentraient et s'organisaient généralement dans la périphérie des catastrophes ou des conflits, on constate qu'après la guerre froide, les interventions humanitaires vont avoir tendance à se retrouver au cœur même des conflits. Aujourd'hui, l'humanitaire est formé d'un réseau d'institutions, de pratiques et de discours possédant des logiques particulières, indépendantes en apparence bien qu'interconnectées, donnant lieu à un appareil efficace de pouvoir. Michel Foucault définit le pouvoir comme un ensemble d'actions sur des actions possibles. Il opère sur le champ de possibilités où vient s'inscrire le comportement de sujets agissants. Il incite, il induit, il détourne, il facilite ou rend plus difficile, il élargit ou limite, il rend plus ou moins probable. À la limite, il contraint ou empêche absolument, mais il est bien toujours une manière d'agir sur un ou sur des sujets agissants et ce tant qu'ils agissent ou qu'ils sont susceptibles d'agir. Loin de l'action spontanée, urgente, isolée et imprévisible, l'action humanitaire appartient à un système devenu complexe qui suppose des savoirs, des techniques, des discours, des disciplines, des institutions et des individus. L'action humanitaire trouve ses ressources théoriques dans des disciplines comme le droit, la médecine, l'économie, mais aussi dans l'éthique et dans la politique. Le dispositif humanitaire agit dans un champ dans lequel évoluent également d'autres dispositifs. Nous essaierons de détecter certains des points de contact, certaines des différences, des contradictions, des identifications, des méfiances, mais aussi nous tenterons d'évaluer le degré d'isolation, d'intégration, de liberté et de contrainte des acteurs et des institutions. Il s'agit donc de relever ce qui fait fonctionner ce dispositif. Figure 1. Les flux de ressources à l'intérieur du système de secours international. OCDE-CAD, Conseil pour l'évaluation de l'aide humanitaire apportée dans les situations d'urgence complexes, Paris, 1999. Ainsi, la figure 1 parue dans l'ouvrage Conseil pour l'évaluation de l'aide humanitaire apportée dans les situations d'urgence complexes, publié par le Comité d'aide au développement, CAD, expose les différentes institutions qui participent au flux des ressources à l'intérieur du système de secours international. On retrouve ce même graphique dans le rapport sur les catastrophes dans le monde, 1996 publié par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En effet, ce schéma a été accepté de façon informelle par les institutions de recherche, par les institutions qui financent l'élaboration d'un certain discours sur l'humanitaire et par les institutions actives CS dans ce domaine. À l'aide de cette figure, nous nous interrogerons sur les rapports de pouvoir existants entre ces institutions, le rôle de chacune, le degré de leur indépendance et le périmètre de leur action. Il faudra également identifier les particularités de leurs activités, de leurs discours, le rôle des individus, leurs intentions et leurs limites. Nous nous demanderons quel est le rapport de ces institutions avec le public et avec ce qu'elles identifient comme la population touchée, c'est-à-dire les victimes. Cette figure est particulièrement intéressante parce qu'elle ne fait état d'aucune hiérarchie et qu'elle se vérifie sur un plan purement opérationnel. Chaque État, chaque organisme, chaque institution trouve sa place et joue son rôle dans ce système. Une analyse plus détaillée de ce dispositif est susceptible de remettre en cause certaines des valeurs et certains principes revendiqués par ces institutions, tels l'universalité, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. À partir de cette analyse, nous voudrions proposer des réponses à deux ensembles de questions. Figure 2. Le dispositif humanitaire. Quelles sont les composantes du dispositif humanitaire ? S'il n'y a pas de hiérarchie formelle, comment se définissent les relations entre les différentes composantes ? Pouvons-nous identifier une force implicite qui dirige l'ensemble du dispositif humanitaire ? Le dispositif humanitaire entretient-il, à côté de sa mission de soulagement des souffrances des victimes de catastrophes et de conflits, des visées politiques et stratégiques propres à une dimension géopolitique internationale ? Dans l'optique d'une analyse du pouvoir, nous pourrions ajouter des acteurs dans ce schéma, définir leur rôle, leurs tâches.
Aussi, à partir de la figure 1, nous avons créé la figure 2, où nous avons ajouté certaines institutions qui nous semblent essentielles pour mieux comprendre le dispositif humanitaire. Nous pensons notamment à l'État, à l'institution militaire, aux institutions intergouvernementales, aux institutions académiques et aux médias. Comme dans tout système complexe, éducatif, de santé, militaire, etc., le dispositif humanitaire réunit non seulement des institutions mais également des supports académiques, scientifiques et juridiques qui procurent une cohésion croissante à un appareil à multiples facettes et objectifs. À partir de concepts essentiels comme ceux de dispositif, de pouvoir et de discours, nous voudrions décrire et analyser quelques aspects de certaines institutions retenues à chaque niveau de la figure 2. En débutant cette analyse, nous avançons les hypothèses suivantes. Le dispositif humanitaire est un ensemble d'institutions, de ressources, de discours et d'individus, définis par des relations de pouvoir. Les différentes institutions ont entre autres, pour objectif de contrôler ou de garder leur indépendance les unes par rapport aux autres, en fonction de leur capacité financière, discursive, juridique et politique. Le dispositif humanitaire, mis à part son objectif de secours aux souffrances des victimes de catastrophes et de conflits, est aussi un appareil de politique internationale avec d'autres buts, affichés ou non, qui favorisent en réalité certains pays par rapport à d'autres. Dans ce travail, nous ne prétendons pas mener une analyse exhaustive du système humanitaire dans son ensemble, ni faire un recensement de toutes les disciplines, les normes, les règles qui se trouvent à l'intérieur du dispositif. Notre intention n'est pas non plus d'exposer les principes philosophiques, moraux ou philanthropiques qui pourraient être à la base d'un véritable humanitaire. Mais à partir de quelques institutions qui nous paraissent significatives, nous essaierons de montrer qu'il est possible, premièrement, de pénétrer un système complexe, deuxièmement, d'identifier des composantes différentes de celles que les graphiques et les discours nous montrent, et enfin d'identifier certaines lignes de force, certaines politiques ainsi que les objectifs du système. Nous essaierons d'amorcer des pistes de travail qui permettent d'aller au-delà de ce que nous présentent les organigrammes institutionnels. Cadre conceptuel. Afin d'introduire l'analyse que nous proposons, nous voudrions tout d'abord apporter quelques précisions sur des notions essentielles, dont en premier lieu les concepts de dispositif, de pouvoir et de discours. Chacun de ces concepts possède ses propres connotations en interrelation constante. Le dispositif. Pour des raisons pratiques et d'unité théorique, nous appellerons dispositif humanitaire l'ensemble des institutions, des pratiques et des discours qui ont un rapport avec l'action humanitaire. Bien que nous puissions aussi utiliser les notions de structure, de système ou de réseau pour analyser cet ensemble, nous avons choisi de reprendre la notion de dispositif élaborée dans les analyses de Michel Foucault, dont nous tirerons également les notions de pouvoir et de discours. Certes, la notion de dispositif a pu être sujette à des variations de compréhension en fonction des contextes historiques et institutionnels. Elle s'est caractérisée par une relative plasticité qu'il ne convient pas de nier. Néanmoins, elle paraît connaître aujourd'hui une certaine stabilisation autour de quelques traits significatifs. Ainsi, il ressort de la plupart des contributions que la notion de dispositif est avant tout perçue comme concept de l'entre-deux. Certains auteurs font ressortir son caractère de figure intermédiaire visant à trouver une position entre, d'une part, une approche totalisante mettant en avant l'idée d'une structure, d'un ordre homogène, et d'autre part une approche rhizomatique mettant en évidence une fluence généralisée, des ensembles complexes ouverts plus proches de l'indifférence ou du chaos. Le dispositif, en tant que notion destinée à remplacer celle de système humanitaire, apparaît comme un outil d'analyse essentiel. En effet, ce terme permet de désigner un champ composé d'éléments hétérogènes et de traiter cette hétérogénéité. Parler de dispositif permet donc de faire coexister au sein de l'argumentation des entités traditionnellement considérées comme inconciliables. Aussi, le terme fait office de joker dans l'espace des discours et voisine ou alterne selon les cas, avec des termes comme structure, mais il lui manque alors sa dimension dynamique ou système, mais c'est alors la place du sujet qui fait défaut, ou encore réseau, et dans celui des pratiques où il s'accompagne souvent de la disparition du statut d'auteur voire de responsable. Le système humanitaire est couramment associé à des institutions caritatives,
médicale et de solidarité ayant une structure organisationnelle conçue pour agir en cas d'urgence. Cependant, à l'aide de la notion de dispositif humanitaire, nous essaierons de présenter d'autres acteurs, qui ne sont d'habitude pas ou peu traités dans leur rapport avec l'humanitaire et qui pourtant font aujourd'hui partie de son système. Mentionnons par exemple les institutions étatiques ou intergouvernementales, leurs réglementations et leurs mesures administratives qui régulent la pratique humanitaire, les institutions militaires qui participent du même espace humanitaire, les médias qui traitent l'information, les institutions académiques qui élaborent des discours sur l'humanitaire, etc. Avec la notion de dispositif comme outil, nous tenterons d'établir les liens entre ces éléments en apparence hétérogènes. Comme l'explique Michel Foucault. Ce que j'essaie de repérer sous ce nom, c'est premièrement un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref, du dit aussi bien que du non-dit, voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c'est le réseau qu'on peut établir entre ces éléments. Nous n'aborderons pas la totalité des éléments du dispositif humanitaire, mais nous tenterons, à l'aide de quelques aspects caractéristiques de la pratique humanitaire, de souligner l'importance de cette approche. Pour sa part, Gilles Deleuze à la question « Qu'est-ce qu'un dispositif ?» répond : c'est d'abord un écheveau, un ensemble multilinéaire. Il est composé de lignes de nature différente. Et ces lignes dans le dispositif ne cernent ou n'entourent pas des systèmes dont chacun serait homogène pour son compte, l'objet, le sujet, le langage, etc., mais suivent des directions, tracent des processus toujours en déséquilibre, et tantôt se rapprochent, tantôt s'éloignent les unes des autres. Chaque ligne est brisée, soumise à des variations de direction, bifurquante et fourchue, soumise à des dérivations. Les objets visibles, les énoncés formulables, les forces en exercice, les sujets en position sont des vecteurs ou des tenseurs. Ainsi les trois grandes instances que Foucault distinguera successivement, savoir, pouvoir et subjectivité, n'ont nullement des contours une fois pour toutes, mais sont des chaînes de variables qui s'arrachent les unes aux autres. Ainsi, nous allons essayer de repérer ces lignes de tension dans le dispositif humanitaire. Lignes visibles et invisibles, lignes d'énonciation du dit et du non-dit, et lignes de force, rapport de pouvoir. Démêler les lignes d'un dispositif, dans chaque cas, c'est dresser une carte, cartographier, arpenter des terres inconnues, et c'est ce qu'il Foucault appelle le travail sur le terrain. Il faut s'installer sur les lignes mêmes, qui ne se contentent pas de composer un dispositif, mais qui le traversent et l'entraînent, du nord au sud, d'est en ouest ou en diagonale. La notion de dispositif renvoie d'une part à une volonté d'efficacité, d'optimalisation des conditions de réalisation, et d'autre part au concept de stratégie. Foucault lui-même considère que le dispositif renvoie aux procédures qui sous-tendent l'organisation de la société. À ce titre, le dispositif peut être défini comme la concrétisation d'une intention au travers de la mise en place d'environnements aménagés, d'où l'importance de comprendre ce dispositif dans ses dimensions pragmatiques, stratégiques et multilinéaires. Ni les institutions, ni les pratiques, ni les discours considérés isolément, mais l'instrumentalité de toutes les parties au sein d'un ensemble qui échappe à certains acteurs tandis que d'autres vont tirer profit de ce dispositif. Aujourd'hui en politique, nous pouvons parler d'une nouvelle gestion des institutions et des individus, qui ne s'exerce plus sur le mode de la coercition. Les objectifs sont atteints d'une façon même plus certaine, quand les acteurs ont une relative autonomie. Cette observation sur l'optimalisation des autonomies semble pouvoir être observée dans d'autres champs, médias, sécurité routière, thérapie, action sociale. On y assiste à une recentration sur l'individu. D'une manière générale, l'individu autonome, conçu comme porteur d'une intentionnalité propre, apparaît comme la figure centrale du dispositif. Cette réflexion est importante pour comprendre comment les individus et les institutions de l'humanitaire, une fois inclus dans le dispositif, se retrouvent, en fonction de leur pouvoir, dans l'incapacité d'agir sur lui puisque ces politiques ont déjà été antérieurement dessinées. Nous appartenons à des dispositifs et nous agissons en eux. Les acteurs, les institutions et les discours se retrouvent paradoxalement dans une structure très flexible, mais qui comporte ses normes, ses règles, ses habitudes. Ils voudraient agir en fonction de leurs convictions, mais la réalité leur demande de s'adapter.
L'institution et l'individu trouvent un territoire avec ses symboles, un chemin déjà balayé, un espace aménagé. On n'oriente plus l'individu, c'est l'individu qui s'oriente dans le dispositif. Nous pourrions dire la même chose des institutions, plus particulièrement des ONG, c'est l'ONG qui s'oriente dans le dispositif. Ainsi, le dispositif organise et rend possible certaines actions. Tout dépend donc de l'acteur le mieux informé sur le fonctionnement du dispositif, ses potentialités, ses réalisations. De plus, le dispositif libère en même temps qu'il régule, autrement dit, il régule la liberté. En effet, le rôle du dispositif n'est pas de contraindre à un type de comportement déterminé, mais d'organiser un espace d'effectivité de comportement librement choisi mais en accord avec les finalités déterminées. Comme nous le verrons par la suite, l'illusion de liberté n'empêche pas une relative indépendance. C'est là un des aspects du paradoxe. En réalité, la fonctionnalité de toutes les institutions et de tous les individus est encadrée non par une autorité centrale, mais par un ensemble de critères, de conditions, de règles, de normes et de contrats qui régulent et contrôlent la plupart des acteurs. L'action humanitaire ne peut donc plus être considérée uniquement comme un ensemble d'institutions ayant pour but philanthropique de secourir des victimes. Aujourd'hui, dans le contexte de la politique internationale, le dispositif humanitaire est un vaste champ d'action, où nous trouvons des institutions permanentes, d'importances diverses et des institutions qui n'entrent en scène que de façon ponctuelle. Or l'humanitaire ne se réduit pas uniquement aux relations entre ces institutions. Il est aussi caractérisé par l'agencement d'une série de pratiques qui peuvent être en apparence contradictoires, sans oublier la construction d'un discours dont la cohérence n'est pas précisément la spécificité, mais dont l'utilité dépend de certaines circonstances. Cette approche nous permet de nous pencher sur des entités et des aspects que nous n'avons pas l'habitude de considérer dans les analyses. En effet, les institutions militaires, les institutions académiques, les institutions juridiques et les médias font partie intégrante du discours humanitaire. Les notions et les idées les plus contradictoires vont être agencées et adaptées par le dispositif, en fonction de l'intérêt politique mis en avant par un conflit donné. D'autre part, l'histoire, le processus de formation, le renouvellement, la restructuration du dispositif sont choses importantes. Ce n'est pas l'initiative bien intentionnée d'un individu, d'une institution ou d'un discours qui explique l'émergence d'une institution, d'une pratique, d'un discours humanitaire, mais son instrumentalisation, sa souplesse, son efficacité. Gilles Deleuze aimait l'idée que tout dispositif se définit ainsi par sa teneur en nouveauté et créativité, qui marque en même temps sa capacité de se transformer, ou déjà de se fissurer au profit d'un dispositif à l'avenir, à moins au contraire d'un rabattu de force sur ses lignes les plus dures, les plus riches ou solides. En tant qu'elles s'échappent des dimensions de savoir et de pouvoir, les lignes de subjectivation semblent particulièrement capables de tracer des chemins de création, qui ne cessent d'avorter mais aussi d'être repris, modifiés jusqu'à la rupture de l'ancien dispositif. Dans l'humanitaire, surtout depuis 20 ans, des discours, des institutions et des pratiques disparaissent, réapparaissent, non pas en fonction d'une évolution, mais en fonction de leur instrumentalisation et de leur utilité sociale et politique. Michel Foucault souligne 2 moments essentiels dans la genèse du dispositif, à savoir, un premier moment qui est celui de la prévalence d'un objectif stratégique. Ensuite, le dispositif se construit proprement comme tel, et reste dispositif dans la mesure où il est le lieu d'un double processus. Processus de surdétermination fonctionnelle, d'une part, puisque chaque effet, positif et négatif, voulu ou non voulu, vient entrer en résonance ou en contradiction avec les autres, et appelle à une reprise, à un réajustement des éléments hétérogènes qui surgissent çà et là. Processus de perpétuel remplissement stratégique, d'autre part. Le pouvoir. Michel Foucault, dans La volonté de savoir, propose une analytique du pouvoir, de s'affranchir d'une certaine représentation du pouvoir, juridico-discursive. Il suggère également de nous défaire d'une représentation juridique et négative du pouvoir, de renoncer à le penser en termes de loi, d'interdit, de la liberté et de la souveraineté. Plus loin, il affirme par pouvoir, il me semble qu'il faut comprendre d'abord la multiplicité des rapports de force qui sont immanents au domaine où ils s'exercent et sont constitutifs de leur organisation,
Le jeu qui par voie de lutte et d'affrontements incessants les transforme, les renforce, les inverse, les appuis que ces rapports de force trouvent les uns dans les autres de manière à former chaîne ou système, ou au contraire, les décalages, les contradictions qui les isolent les uns des autres. Les stratégies enfin dans lesquelles ils prennent effet, et dont le dessein général ou la cristallisation institutionnelle prennent corps dans les appareils étatiques, dans la formulation de la loi, dans les hégémonies sociales. La condition de possibilité du pouvoir, en tout cas le point de vue qui permet de rendre intelligible son exercice, jusqu'en ses effets les plus périphériques, et qui permet aussi d'utiliser ces mécanismes comme grille d'intelligibilité du champ social. Il est capital de tenir compte de cet aspect du pouvoir, parce que dans le système des institutions en général et dans le dispositif humanitaire en particulier, il ne suffit pas d'afficher des principes, tels que l'indépendance, la neutralité, l'impartialité et l'universalité pour que ceux-ci soient présents dans la réalité. Encore faut-il considérer ces institutions et les rapports de force dans leur dynamique, pour pouvoir évaluer le véritable degré d'indépendance, de neutralité, d'impartialité et d'universalité des institutions. Pour un État, ou pour une institution comme ECHO, peu importe si le HCR, le CICR ou MSF affichent dans leur charte tous ces principes. Ils sont conscients en effet que l'intention manifeste d'un désir n'est pas la garantie de son application. Ces principes se dissolvent, se décomposent ou se désagrègent au gré de la gestion des institutions. Ils possèdent une valeur politique et symbolique dans l'aménagement des différents discours, notamment aux médiatiques. L'histoire de l'action humanitaire, de ses institutions et de son discours est donc le résultat de la multiplicité des rapports de force entre les institutions, les États, les stratégies politiques et les discours qui, articulés les uns aux autres, forment un système qui n'exclut pas les contradictions internes au dispositif. Ce qui compte pour le pouvoir étatique et son action, ce n'est pas la hiérarchie rigide, mais le rapport de force qu'il peut exercer sur chaque élément du dispositif, là où il veut, comme il a entend et quand ça lui convient. C'est la prise en compte des intérêts de pouvoir qui rend le dispositif intelligible. Il ne s'agit pas ici de découvrir le fil rouge d'une stratégie centrale, d'un point de commandement. Mais c'est en analysant l'état des rapports de force que nous pouvons comprendre la direction prise par le dispositif humanitaire en une circonstance déterminée, dans une période historique donnée. À partir de là, nous saisirons mieux la nature des objectifs, le sens implicite des discours, des stratégies et de la grande quantité de littérature produite, en apparence contradictoire, autour du sujet de l'humanitaire. L'État, le conseiller d'un ministre et l'expert humanitaire ne sont pas à la recherche d'une politique humanitaire unitaire qu'ils pourraient imposer aux autres. Ce qui intéresse chacun de ces acteurs, c'est d'avoir à sa disposition toutes les possibilités discursives et spatiales qu'il peut agencer et aménager à l'intérieur du dispositif humanitaire. Le pouvoir ce n'est pas une institution, et ce n'est pas une structure, ce n'est pas une certaine puissance dont certains seraient dotés, c'est le nom qu'on prête à une situation stratégique complexe dans une société donnée. Avec la notion de pouvoir comme un ensemble d'actions sur des actions possibles, nous comprenons mieux la situation dans laquelle se trouvent la plupart des institutions et des individus qui travaillent dans le domaine humanitaire. Nous nous rendons compte des limites, des contraintes, des possibilités et des manipulations auxquelles sont soumises les actions de type humanitaire. Le discours. Michel Foucault, dans son ouvrage L'ordre du discours, faisait l'hypothèse suivante. Dans toute société, la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d'en conjurer les pouvoirs et les dangers, d'en maîtriser l'événement aléatoire, d'en esquiver la lourde, la redoutable matérialité. Le discours humanitaire est une des composantes qui entre en interaction avec les autres entités du dispositif. Il convient donc de noter les circonstances, les pratiques et les institutions qui ont pour rôle l'élaboration et la gestion du discours humanitaire. D'autant plus que dans les 20 dernières années, les procédures de production, de contrôle, de sélection, d'organisation et de redistribution du discours humanitaire ont été amplifiées et renforcées. Le dispositif humanitaire dans son historicité comporte des régimes d'énoncés, et les énoncés à leur tour renvoient à des lignes d'énonciation sur lesquelles se distribuent les positions différentielles de leurs éléments, et si les courbes sont elles-mêmes des énoncés, c'est parce que les énonciations sont des courbes qui distribuent des variables,
et qu'une science à tel moment, ou un genre littéraire, ou un état de droit, ou un mouvement social se définissent précisément par des régimes d'énoncés qu'ils font naître. Nous verrons que la gestion du discours humanitaire est une des tâches les plus importantes dans le fonctionnement du dispositif. Il ne s'agit pas dans ce cas, de travailler à produire un discours unificateur, valable et vraisemblable de l'action humanitaire, ni d'identifier les moyens à donner aux considérations d'ordre éthique pour structurer la grammaire humanitaire. Il s'agit de déceler comment chaque institution, chaque individu, chaque circonstance est à l'origine d'une partie du discours humanitaire, et comment l'État, les organismes, les institutions académiques, les individus vont agencer ce discours. Aucun discours ne peut revendiquer une quelconque innocence, une immunité, une neutralité. Ce n'est pas grâce au discours que l'action humanitaire devient intelligible. Mais à l'occasion des transformations des rapports de pouvoir, les différentes appréciations d'une action humanitaire vont se manifester à l'aide de discours hétérogènes. Car ce qui compte, c'est la nouveauté du régime d'énonciation lui-même, en tant qu'il peut comprendre des énoncés contradictoires. C'est la nouveauté du régime qui compte, et non l'originalité de l'énoncé. Tous les discours sont valables, du plus naïf au plus professionnel, mais ce sont les rapports de force qui vont déterminer le temps, l'endroit et la tonalité de leur apparition. C'est pour cette raison que dispositif, pouvoir et discours sont liés. En effet, il n'y a pas de dispositif sans relation de pouvoir et pas de pouvoir sans contrôle du discours, du savoir. Le savoir est une des composantes qui définissent le mieux le fonctionnement du pouvoir dans le monde moderne. Dans une telle analyse, il convient de dépasser l'obstacle de la cohérence et de la contradiction, car ce n'est ni la cohérence de l'action, ni celle du discours qui est au centre du dispositif. Ainsi, Michel Foucault signalait que cette loi de cohérence est une règle heuristique, une obligation de procédure, presque une contrainte morale de la recherche. Ne pas multiplier inutilement les contradictions, ne pas se laisser prendre aux petites différences, ne pas accorder trop de poids au changement, au repentir, au retour sur le passé, aux polémiques, ne pas supposer que le discours des hommes est perpétuellement miné de l'intérieur par la contradiction de leurs désirs, des influences qu'ils ont subies ou des conditions dans lesquelles ils vivent, mais admettre que s'ils parlent, et si entre eux ils dialoguent, c'est bien plutôt pour surmonter ces contradictions et trouver le point à partir duquel elles pourront être maîtrisées. Ces discours, en apparence ambigus, énoncés dans des lieux différents, à des publics dissemblables, correspondent aux stratégies discursives des différentes composantes du dispositif. Nous verrons que dans le discours humanitaire, il y a aussi un groupe de procédures qui permet son contrôle. Il s'agit de déterminer les conditions de leur mise en jeu, d'imposer aux individus qui les tiennent un certain nombre de règles et ainsi de ne pas permettre à tout le monde d'avoir accès à eux. Raréfaction cette fois de sujets parlants. Nul n'entrera dans l'ordre du discours s'il ne satisfait à certaines exigences ou s'il n'est, d'entrée de jeu, qualifié pour le faire. Plus précisément, toutes les régions du discours ne sont pas également ouvertes et pénétrables. Certaines sont hautement défendues, différenciées et différenciantes, tandis que d'autres paraissent presque ouvertes à tous les vents et mises sans restriction préalable à la disposition de chaque sujet parlant. Cette réflexion est primordiale pour comprendre les différents niveaux du discours humanitaire, à savoir qu'il est... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.